grazie mille per essere venuto, caro Laurent, insieme a te e alla tua sposa Sophie, per essere in mezzo a noi in questo piccolo lembo di terra riformata italiana che sono le Valli Valdesi. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris à peu près. Alors, il faut traduire, je fais des petites phrases et Gianni traduit, comment on fait? Ou bien je parle en français et puis... C'è chi non comprende il francese? Sì. Allora io direi riassumo, se volete, un pochino. Okay. Pas chaque phrase comme ça parce que mais de temps en temps, je cherche de traduire quelque chose. D'accord. Gianni m'a dit, ce sera une conversation à bâton rompu sur l'avenir du protestantisme en Europe. Tu parles de ce que tu veux. Vas-y, traduis. Gianni mi ha detto parla di quello che vuoi, sulla situazione del protestantesimo in Europa. Alors je vais parler de ce que je veux. Je ne vais pas parler des institutions protestantes, je ne vais pas parler des églises protestantes au sens de leur organisation ou de leur du déclin ou d'une réorganisation possible ou de leur agenda, je ne vais pas parler de ça. Non parlerò delle istituzioni protestanti, né delle loro chiese, delle loro agende, del loro declino, delle loro difficoltà. Di altro. Le protestantisme européen, comme a dit Gianni, est devant des défis extrêmement nombreux. Et à table avec le professeur Rostagno, nous en parlions un peu et nous disions que peut-être le protestantisme européen est dans une situation originale qu'il n'a jamais connue jusqu'à maintenant, puisque depuis 5 siècles, le protestantisme européen, surtout latin, surtout en Italie et en France, est un tout petit protestantisme qui résiste et qui tient bon, et qui est attaché fortement à une tradition, et qui lutte contre un catholicisme dominant, et ce monde-là a disparu. Sappiamo qual è la situazione del protestantesimo in Europa e quali sono le grandi sfide. Ne parlavano prima il pastore Jean Berger col professor Rostagno. In 500 anni di storia la situazione è cambiata soprattutto qui nei paesi, in Francia, in Italia, nei paesi dell'Europa meridionale. È una situazione nuova, inedita, quella davanti alla quale ci troviamo. Il nous faut trouver une nouvelle manière pertinente d'être protestant aujourd'hui et demain. Pas comme avant, en nous appuyant sur avant, en nous appuyant sur ce que nous avons reçu, mais pour aujourd'hui et pour demain. Dobbiamo trovare un modo nuovo di essere protestanti oggi, un modo pertinente che ci consente di dire delle cose nuove. Ci possiamo appoggiare su ciò che è stato, ma dobbiamo proporre qualcosa di diverso e di nuovo. Alors je voudrais partager avec vous une préoccupation. Et c'est pour ça que je suis très intéressé de la discussion que nous aurons, parce que j'ai besoin d'être enrichi par vous sur cette préoccupation. E quindi vorrei parlarvi di una preoccupazione e spero di essere arricchito nell'ascoltare i vostri interventi, perché su questo noi dobbiamo confrontarci oggi. Peut-être qu'aujourd'hui, la question centrale de nos sociétés d'Europe de l'Ouest est une question à la fois spirituelle et politique. C'est la question de la confiance. Nous n'avons plus confiance. La grande questione oggi forse negli paesi dell'Europa occidentale, sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista politico, è quello della fiducia. La fiducia. Non abbiamo più fiducia. Dans les médias, on parle même depuis quelques semaines ou quelques mois de faits alternatifs ou de post-vérité. Vous avez ça aussi en Italie? Da alcuni mesi voi sapete che parliamo anche in Italia, anche il nostro giornale Riforma parla di questo, delle post-verità. Depuis longtemps, nous avons beaucoup de peine à faire confiance à la parole de nos dirigeants. À mon avis, c'est ce qui explique en bonne partie la montée de l'extrême droite.
non abbiamo più fiducia nei nostri dirigenti e questa è una delle ragioni della crescita dell'estrema destra. Et aujourd'hui, ce manque de confiance touche tout le langage. Tout le langage, pas seulement le langage de quelques personnes, mais justement à cause des théories du complot, de la post-vérité, de tout ce qui s'exprime dans ces expressions-là, on a la trace que nous n'arrivons plus à considérer qu'il peut y avoir des paroles fiables. Oggi c'è il sospetto nei confronti delle parole che ascoltiamo, un po' in tutti gli ambiti della vita, ma anche nell'ambito politico, eccetera. No, ci sono più delle parole che vengono considerate affidabili. Or, la réforme au XVIe siècle, ça a été une irruption de confiance, une explosion de confiance, sur le plan religieux d'abord et de proche en proche dans toute la société. La riforma del XVI secolo è stata l'irruzione di fiducia certamente nei confronti delle chiese, eccetera, ma poco per volta di tutta la società, di fiducia. La société était traversée de peur et même d'angoisse, et le message de la réforme a traversé ces peurs, traversé ces angoisses grâce à la confiance. Il me semble que, de manière analogique, nous avons là une responsabilité particolare en tant que protestants. Abbiamo su questo una responsabilità molto particolare come protestanti. La riforma del XVI secolo è riuscita, attraverso tutti i linguaggi, a far passare questo messaggio di fiducia. Oggi come ci poniamo? En 5 minutes, essayez de dire 2 ou 3 choses sur pourquoi est-ce que nous n'avons plus confiance. Io voglio provare adesso in 5 minuti a rispondere a questa domanda. Come mai non abbiamo più fiducia? Et ensuite, en 5 minutes, donc normalement dans 10 minutes j'ai fini, ensuite en 5 minutes j'essaierai de dire pourquoi pour nous protestants c'est un défi particulier. E perché, la seconda domanda, perché per noi protestanti ovviamente questa è una sfida del tutto particolare. Alors d'abord, pourquoi est-ce que nous manquons de confiance? Je crois que nous manquons de confiance dans 2 domaines. D'abord parce que nous n'avons plus confiance en l'autre, et ensuite parce que nous n'avons plus confiance en demain. Prima domanda, perché non abbiamo più fiducia nei nostri paesi? Perché non abbiamo più fiducia nell'altro e perché non abbiamo più fiducia nel domani? Nous n'avons plus confiance en l'autre. Pendant longtemps, en Europe, nous avons cru que le reste du monde était à notre disposition. On a envoyé nos repris de justice, nos aventuriers, on a envoyé nos clochards, on a envoyé tous ceux qui étaient perdus, on les a envoyés ailleurs, au Far West, dans les colonies, ailleurs. Per molto tempo noi abbiamo pensato, noi europei occidentali, di avere il mondo a nostra disposizione, che tutto fosse a nostra disposizione. Abbiamo mandato le persone problematiche, i nostri mendicanti, da qualche altra parte, nel Far West, ecco, altrove. Nous croyions que le monde était à notre disposition, qu'il était vide. Peu importe les Indiens, peu importe les colonisés, on pouvait les tuer, c'est pas grave. Pensavamo che il mondo fosse vuoto, a nostra disposizione. C'erano magari degli indigeni, eccetera, vabbè, non è grave, li possiamo uccidere. Depuis le milieu du XXe siècle, après la Shoah, avec ce qui s'est passé en Israël, en Palestine, nos yeux se sont ouverts et aujourd'hui nous avons appris une chose décisive, c'est que le monde est plein. Dopo le tragedie del XX secolo, dopo la Shoah, abbiamo forse aperto gli occhi e ci siamo resi conto di un fatto sostanziale: il mondo è pieno. Et du coup, nous prenons conscience d'une deuxième chose, c'est que non seulement le monde est plein, mais donc nous vivons les uns chez les autres. E non soltanto questo, ma non solo il mondo è pieno, ma viviamo gli uni
in mezzo agli altri, presso gli altri, nella casa degli altri. C'est par exemple une des raisons pour lesquelles les migrations deviennent un problème majeur et devant nous seront de plus en plus un problème majeur. Ou encore la question écologique, parce que nous savons que nous vivons les uns chez les autres. Per esempio la questione delle migrazioni, che sta diventando uno dei problemi più grandi, o anche dell'ecologia, ecco, dove viviamo e dove vengono altri a vivere. Or, dans un monde toujours plein, dans un monde qui est devenu plein, où nous vivons toujours maintenant les uns chez les autres, dans un monde incertain, l'autre est toujours d'abord une menace. In un mondo così pieno, dove il mondo è sempre pieno, dove vivono gli uni in casa degli altri, l'altro diventa anzitutto una minaccia. Il nous faut inventer une nouvelle hospitalité. Dobbiamo inventare una nuova ospitalità. Une nouvelle hospitalité intime et politique. Intime, comment est-ce que je fais avec l'autre qui est si proche, qui est imprévisible et qui est différent? Intima e politica, questa ospitalità. Intima anzitutto, come posso fare con l'altro che è qui, che mi è accanto? Et une hospitalité politique, parce que entre peuples, entre nations, entre cultures, entre religions, du point de vue des grandes masses humaines, nous devons apprendre à faire les uns avec les autres. E dal punto di vista politico, come possiamo fare con le altre nazioni, con le masse di persone, come ci possiamo porre di fronte agli altri? Ce que le monde plein, imprévisible, mouvant, produit, c'est une méfiance première à l'égard de l'autre. Ciò che produce anzitutto il nostro mondo è una diffidenza anzitutto nei confronti dell'altro. C'est devenu difficile, voire impossible de faire confiance en l'autre. C'est devenu difficile, voire impossible de faire confiance à deux mains. È diventato difficile, se non impossibile, dare fiducia all'altro. È diventato difficile se non impossibile avere fiducia nel domani. Vous savez comme moi que les choses, que nous avons le sentiment que tout s'accélère. Con il sentimento che tutto si sta accelerando. Il y a de multiples phénomènes autour de cette accélération, mais pensons que autrefois, le fils reprenait la ferme du père et le petit-fils reprenait la ferme du père. Et les choses changeaient très peu. Chacun apportait un petit quelque chose en plus, construisait un bâtiment, défrichait un peu plus loin. Mais les places étaient tracées. Fino a poco tempo fa, in qualche modo, se pensiamo ai nostri modelli, il figlio prendeva il posto del padre nella fattoria, per esempio, e il nipote prendeva il posto del padre o del nonno, ecco, e ogni generazione apportava qualcosa di nuovo, costruiva un nuovo edificio, ecco. Il fallait plusieurs générations pour un vrai changement. Ci volevano molte generazioni per un grande cambiamento. Puis il y a une période où il y a eu un changement à chaque génération. L'idéal, c'était que chacun, au début de sa vie, choisisse son métier, choisisse son conjoint, et ça dure toute la vie. Un changement à chaque génération. Poi c'è stata la stagione in cui il cambiamento avveniva in ogni generazione. Ognuno poteva scegliere il proprio lavoro, il proprio compagno della vita, ecco. Ogni generazione un cambiamento. Aujourd'hui, nous savons que nous devons être prêts à avoir plusieurs professions dans notre vie. Nous aurons peut-être plusieurs familles dans notre vie. Les changements se font à l'intérieur de chaque génération. Oggi noi sappiamo che dobbiamo essere pronti a svolgere diverse professioni, diversi mestieri. Sappiamo che nelle nostre famiglie avremo più famiglie e questo avviene in ogni generazione, in ogni nostra singola generazione. Questi cambiamenti. Nous remplissons notre présent de plus en plus. Nous sommes incapables de plus en plus de penser non seulement l'éternité, mais de penser la durée des générations. Siamo sempre più incapaci non solo di pensare, di immaginare l'eternità, ma ogni generazione. On le voit très bien avec les problèmes d'environnement. On est en train de détruire la Terre pour les générations qui viennent. Ah, c'est ennuyeux. Ben voilà, c'est comme ça.
Lo vediamo per esempio con il nostro atteggiamento nei confronti della distruzione del creato. Ecco, diciamo, ah già, certo, sta accadendo, le prossime generazioni saranno in quella situazione, già è così, ma non so che cosa fare. De plus en plus, nous évacuons nos limites. Je ne pourrai pas tout faire, mais une génération suivante continuera. Je veux, moi, tout vivre dans ma vie. Non c'è più la dimensione, il senso del limite, del pensare io faccio un tratto di cammino per la mia generazione, poi la generazione che viene farà il suo. No, voglio vivere tutto adesso, il percorso in ogni mia generazione. Vous savez, dans les magazines, la personne qu'on admire, c'est la personne dont on dit elle a vécu plusieurs vies en une seule. Come si dice, come avrete sentito, è una persona che ha vissuto più vite oggi, in questa nostra stagione, più vite in una sola esistenza, ecco. Ça c'est beau, ça c'est admirable. Comme s'il fallait compenser l'absence d'éternité et l'absence de durée en remplissant jusqu'à faire craquer notre vie présente. Questo è bello, come se noi dovessimo riempire in assenza della dimensione dell'eternità questa nostra vita, fino a farla esplodere. Je ne peux plus faire confiance à demain, je fais confiance seulement et encore à aujourd'hui. Non posso più avere fiducia nel domani, l'unica cosa in cui posso ancora avere fiducia è l'oggi. Demain ne vaut pas la peine d'aujourd'hui. La seule chose qui compte, c'est moi aujourd'hui. Il domani non vale la pena. La cosa che importa oggi per me è l'oggi. Vous m'excusez d'être caricatural, mais j'ai seulement 5 minutes, alors, et déjà j'ai débordé. Mais vous voyez, il est devenu presque impossible de faire confiance à l'autre et de faire confiance à demain. Lo vedete dunque, è quasi diventato impossibile dare fiducia all'altro e al domani dunque. Si on ne peut plus faire confiance à l'autre et à demain, on est prisonnier. On est prisonnier de soi aujourd'hui. Si je ne peux pas faire confiance à l'autre, je suis prisonnier dans moi-même. Si je ne peux pas faire confiance à demain, je suis prisonnier aujourd'hui. E sapete bene che se questo succede, se io non posso dare fiducia all'altro, sono prigioniero di me stesso. Se non posso dare fiducia al domani, sono prigioniero del mio oggi. La Réforme a redécouvert le message de l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque ait la vie éternelle. La riforma ha scoperto il messaggio della grazia incondizionata. Chiunque crede e ha fiducia nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Chiunque è la vita eterna. Si moi, qui suis indigne de Dieu, je découvre que je suis aimé par lui, pourquoi est-ce que toi, tu ne serais pas aimé? Et toi, et n'importe qui. Je peux croire dans la promesse de la rencontre avec l'autre. Se io, che sono indegno, sono destinatario della grazia di Dio, perché non potresti esserlo anche tu? E tu, anche tu sei destinatario della grazia di Dio. Et puisque Dieu m'accueille aujourd'hui, alors que je n'y suis pour rien, je sais qu'il m'accueillera demain, et après-demain, et après-demain. Et l'avenir est ouvert. E se so di essere accolto oggi da Dio, se davvero lo credo, allora so che Dio mi accoglierà domani e dopodomani e nel tempo che verrà. Sur le fondement de cet amour inconditionnel de Dieu, je peux faire confiance à l'autre et je peux faire confiance à demain. Parce que je peux accepter mes limites et je peux même me réjouir de mes limites parce qu'elles font place à ce qui me déborde. Se davvero questo succede, se capisco questo, allora posso fare spazio anche ai miei limiti, posso accettarli se sono sul fondamento dell'amore incondizionato di Dio. Posso addirittura rallegrarmi dei miei limiti, perché so che questi fanno spazio a ciò che va al di là di me stesso. Cette confiance première et inconditionnelle, nous la recevons. Notre responsabilité, c'est de la rendre contagieuse.
Il y a des maladies qui sont contagieuses, mais le rire aussi c'est contagieux. Là, c'est une bonne contagion de confiance dont nous sommes responsables. Questo possiamo cercare di renderlo contagioso. La malattia è contagiosa, ma il sorridere, il ridere anche. Il riso è contagioso. Questa è una buona notizia che possiamo rendere contagiosa nei confronti degli altri. Alors les églises, les communautés chrétiennes peuvent être des lieux de célébration de la confiance. Elles peuvent être des écoles de confiance. Elles peuvent être des ferments de confiance. Le comunità sono dunque dei luoghi di celebrazione della fiducia, degli spazi di fiducia, adesso non mi ricordo più l'ultima frase, ma insomma dove effettivamente la dimensione della fiducia vive, dei fermenti di fiducia. Les églises peuvent être d'abord des lieux de célébration de la confiance. C'est par exemple ce que nous faisons dans le culte. Dans le culte, nous célébrons la parole fiable de Dieu. Celebrazione della fiducia, per esempio ciò che accade nei nostri culti. Il culto è il momento in cui noi celebriamo la fiducia di Dio. Les églises peuvent être des écoles de confiance pour leurs membres, pour nous. Dans l'église, je dois pouvoir petit à petit oser faire confiance et qu'on ose me faire confiance. Pour pouvoir se faire confiance, il faut accepter d'être vulnérable. On ne peut être vulnérable qu'avec des proches, avec des gens dont on sait qu'ils sont dans la même situation. Dans l'Église, nous pouvons apprendre la confiance petit à petit. C'est ça, être une école de confiance. Le chiese possono diventare delle scuole di fiducia, dove io do fiducia, faccio fiducia a chi è accanto a me. E per fare questo devo riconoscere la mia vulnerabilità. Se sono vulnerabile, colui che mi è accanto può capire insieme a me che possiamo farci fiducia l'uno all'altro. Chiese che diventano davvero scuola di fiducia. La confiance, être une école de confiance et enfin être des ferments de confiance pour la société, en faisant la promotion de l'accueil de l'autre, en étant exigeant avec la fiabilité de la parole politique, en encourageant les mouvements d'éducation populaire, en favorisant la négociation, etc. Essere infine dei fermenti di fiducia, favorendo tutto ciò che produce e che nutre la fiducia, dei luoghi dove gli altri possono trovare fiducia. Le professeur Jean Bobéro, qui est un historien et un sociologue, dit de manière un peu simplificatrice, mais il le sait, que chaque siècle du protestantisme a été porteur d'une grande idée. Jean Bobéro, sociologo molto conosciuto, dice che ogni secolo è stato portatore di una grande idea. Jean Bobéro aveva scritto alcuni anni fa: le protestantisme va-t-il mourir? C'est bien lui qui l'avait écrit. Il dit le XVIe siècle, ça a été le siècle des ruptures désacralisantes. Il XVI secolo per Bobéro è stato il secolo delle fratture desacralizzanti. Le XVIIe siècle protestant, ça a été poser les bases de la modernité politique. Nel XVII secolo il protestantesimo ha posto le basi della modernità politica. La grande affaire du XVIIIe siècle, ça a été l'éducation. La grande sfida, la grande questione del XVIII secolo è stata quella dell'educazione, dell'istruzione. La grande affaire du XIXe siècle, ça a été l'ouverture de l'horizon aux dimensions du monde avec les missions. Il XIX secolo è stato il secolo in cui ci si è aperti alla dimensione del mondo con le missioni, con la dimensione delle missioni. La grande affaire du XXe siècle pour le protestantisme, ça a été l'impulsion de l'œcuménisme. Nel XX secolo la grande questione per il protestantesimo è stata quella dell'ecumenismo, dell'apertura ecumenica. Peut-être que le XXIe siècle nous présente le défi de la contagion de la confiance. Forse il XXI secolo ci pone la sfida della fiducia. Merci. Grazie.